Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite review du chapitre 707 de Kingdom. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais voilà, on est encore sur des chapitres de transition. Ara prépare petit à petit le terrain pour la deuxième partie de la conquête de Zhao. Donc on est sur des chapitres un peu plus légers. En tout cas, cette semaine marque les 16 ans de Kingdom. C'est vrai qu'on s'en rend pas vraiment compte en France parce que le manga est arrivé bien tardivement, mais ça fait longtemps que Kingdom existe. On est pour l'instant au tome 63 au Japon, et quand je regarde où on est dans l'histoire et tout ce qu'il reste à accomplir, je pense qu'on dépassera très certainement les 100 tomes pour notre plus grand plaisir. Mais je vous cache pas que j'ai une petite crainte par rapport à la longueur de l'œuvre. Alors pourquoi ? Ara fait un boulot fantastique et je suis convaincu que la qualité du manga ne baissera pas, qu'au contraire il deviendra même meilleur avec la concrétisation de l'unification. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est sa santé. Il faut savoir qu'Ara a commencé Kingdom assez tard, il avait déjà 30 ans quand Kingdom a commencé à être publié. Aujourd'hui, il en a 46 et malheureusement avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile pour les mangaka de tenir le rythme. Pour atteindre les 100 tomes, il faudrait qu'Ara travaille encore au minimum 10 ans, donc jusqu'à ses 56 ans, ce qui va être très dur. Je m'attends à une multiplication des pauses dans les prochaines années et j'ai envie de dire tant mieux. On pense encore très fort à Kentaro Miura et Berserk. Dans l'un de ses interviews, Ara disait qu'il continuerait le manga même après l'unification. Il y a donc encore beaucoup de choses à mettre en place mais avec un temps limité. Et ça c'est très important à comprendre car je pense que ça se fera ressentir sur la longueur des prochaines guerres. Bref, en tout cas, merci Ara de nous faire autant rêver avec ce manga. Que Dieu t'accorde la santé et une très longue vie. Revenons maintenant à Kingdom. Donc si je résume rapidement, Kanki en battant Koshu a permis à Kin d'avancer encore plus en profondeur dans les terres de Zhao, en capturant notamment les forteresses de Heiyu et Buju. Et puis Usen s'est rendu compte que Riboku a fait construire un mur d'une centaine de kilomètres pendant ce temps, les obligeant à le contourner. Bon, déjà là, ce mur c'est une brillante idée. Sans elle, Kin allait directement foncer avec 3 armées sur Kantan. Et là, ils auraient eu une infinité de possibilités d'attaque. Mais à cause de ce mur, Kin est obligé de le contourner. Et là c'est très intéressant pour Riboku car maintenant c'est lui qui décide du chemin que va devoir emprunter les armées de Kin. C'est lui qui va décider du lieu des prochaines confrontations, ce qui lui redonne un certain avantage. Kin remonte donc vers le nord et le premier arrêt c'est la forteresse d'Atsuyo. On commence le siège avec cette planche qui m'a bien fait sourire. On voit Kanki et ses officiers savourer tranquillement leur nourriture pendant que l'armée d'Usen se casse les dents sur la forteresse à cause d'eux. Et oui, l'armée d'Usen fait face à une farouche résistance. Ils font face à des soldats surmotivés par le sentiment de vengeance, motivés par leur haine de Kanki. Le massacre des 100 000 prisonniers n'est pas sans conséquences. Il a décuplé la combativité des survivants, rendant la conquête de Zhao encore plus difficile. Et franchement, j'aime beaucoup la manière dont Ara met les choses en place. En particulier cette scène où on voit les 2 généraux qui ont survécu au massacre préparer avec 600 de leurs hommes une mission suicide avec un seul objectif en tête, prendre la tête de Kanki. Plus rien d'autre ne compte, ils ne feront pas marche arrière, ils feront tout pour obtenir leur vengeance. Pour un général, avoir des soldats comme ça dans le rang, c'est une arme à double tranchant. Ils sont incontrôlables. Alors certes, ils sont plus combatifs, mais ils ne respectent plus les règles. Et c'est pour ça que Shinsuju, ou je sais plus comment il s'appelle, n'avait pas d'autre choix que de les laisser mourir pour, entre guillemets, rien. D'ailleurs, je commence à bien l'apprécier celui-là. De base, je le supportais pas à cause de sa tête de con, ouais, juste pour ça, mais je trouve qu'il sert vraiment bien Riboku. Alors on a des soldats surmotivés par le massacre de Kanki, mais plus on se rapprochera de la capitale, plus on verra des soldats et des civils se battre farouchement, non pas seulement par la haine, mais aussi pour lutter pour la survie de leur état. C'est ce qu'on a vu avec les habitants de Sai pendant l'arc de la coalition. On le retrouvera aussi pendant la conquête de Zhao. La deuxième partie de l'invasion va être vraiment super intéressant à suivre. Pour l'instant, on a Kohaku et Ryuhaku qui lancent leur attaque sur Denrimi, qui sera sauvé par son grand général lui-même. Personnellement, je m'y attendais un peu, je voyais pas Usen perdre un de ses meilleurs officiers comme ça. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse sur les officiers de Kanki. Je trouve que ces officiers sont plutôt faibles. Ils sont vraiment pas ouf. Quand tu regardes Usen, lui, il a par exemple Haku, Denrimi, et ils m'ont l'air bien meilleurs que les officiers de Kanki. D'ailleurs, je supporte vraiment plus Koku. Qu'est-ce qu'elle me rend fou, j'espère vraiment qu'elle va très vite mourir. Et voilà, donc j'espère aussi qu'un puissant officier va venir remplacer Raido. Fin de la parenthèse.
En tout cas, Kohaku et Ryohaku se découragent pas, ils forcent le passage pour atteindre Kanki, mais ils font cette fois face à l'unité Isshin. Et cette planche, comment vous dire? C'est comme je le disais sur Twitter, Hara il peut faire 8000 planches comme ça, les 8000 fois je crierai comme si c'était la première fois. Hara est tellement fort dans sa mise en scène, je m'en lasse jamais. Bon, après je trouve ça quand même légèrement abusé qu'une centaine de soldats réussissent à traverser l'armée de Denrimi, réussissent à passer à travers l'unité Isshin jusqu'à arriver au QG de Kanki qui les attend comme à son habitude avec son grand sourire narquois. Quand t'as un ennemi comme ça, comment tu veux pas péter un câble? Franchement, j'ai de la pitié pour les soldats de Zhao. Et là j'ai bien aimé la réaction de l'épée de Kurei qui devient plus lourde que d'habitude et qui en fait ne veut pas se battre contre ces soldats de Zhao. Il a littéralement pitié d'eux. Là on rentre un peu dans le mysticisme mais c'est comme si les cieux eux-mêmes avaient pris le parti de ces soldats qui hurlent de douleur et qui souhaitent venger de la mort de leur général et se venger du massacre. Je trouve que c'est une subtile manière d'introduire l'espace de quelques instants la notion de bien et de mal. Kanki mérite très clairement la mort pour ses agissements et Kurei ne comprend pas alors pourquoi il faudrait le sauver. Kurei c'est clairement encore un enfant, elle est encore naïve et ne comprend pas encore l'infinie complexité du monde dans lequel elle vit. Et c'est aussi pour ça que Kyokai l'a intégré à son unité, pour lui faire découvrir le monde extérieur. Oui, Kanki mérite de mourir, mais Sei a besoin de lui pour réaliser son rêve. On peut le détester autant qu'on veut, mais son talent pour la guerre le rend indispensable. Il a débloqué le front en massacrant l'armée de Koshu, en ayant avec lui seulement 80 000 hommes contre 240 000. On l'avait déjà vu aussi à la bataille de Kokuyu, où Ten disait qu'avec sa stratégie, Kin a eu moitié moins de pertes que si ça avait été un général autre que Kanki. Mais à chaque fois, ça s'accompagne de massacres. Et c'est pour ça que Shin, quand il tranche Ryohaku, il le fait vraiment à contre-cœur, il le fait car c'est son devoir en tant que général de Kin de défendre son supérieur, mais à l'intérieur de lui, il rêve de trancher Kanki. Il comprend la douleur de ses soldats de Zhao et il voit sur leur visage la même haine qu'il voyait sur les soldats de Mangoku. Il avait promis à Mangoku qu'il ne laisserait plus Kin faire ça, et pourtant, c'est ce qui s'est quand même passé sur un champ de bataille où Shin était présent. Donc forcément, il s'en veut terriblement. En tout cas, pour moi, c'est inévitable. Shin affrontera tôt ou tard Kanki dans un combat à mort. Entre la promesse faite à Mangoku, l'affrontement à Kokuyu et la décapitation des 100 000 soldats, tout dans la narration amène à une confrontation entre les deux personnages. Alors voilà moi comment je vois les choses. On l'a vu après la mort de Raido, mais Kanki à tout moment il peut péter un câble. Il a parfois des pulsions meurtrières qu'il ne peut pas contrôler. Je pense que ces pulsions vont se calmer un certain temps, mais que d'ici quelques arcs, contre un autre état, ils vont reprendre le dessus. Et Kanki fera cette fois-ci le massacre de trop. Quand on sera à ce stade, l'unification aura déjà bien avancé et Sei enverra un grand général pour tuer définitivement Kanki. Et ce grand général sera bien évidemment Shin, qui aura rejoint d'ici là le système des 6 grands généraux de Kin. Voilà, ça c'est ma théorie. Et c'est pour ça que même si Kanki affronte Riboku et qu'il perd, je ne le vois pas mourir maintenant. D'ailleurs, Riboku, parlons un peu de lui. Il l'avait dit, son projet est de séparer l'armée d'Usen et de Kanki. C'est pour ça qu'Atsu ne tombera pas facilement, il doit résister assez longtemps pour que Riboku puisse séparer les deux armées. Dans les prochains chapitres, je m'attends à ce que Riboku lui-même ou un de ses généraux essaye de briser le siège de Kin autour de la forteresse. Mais le vrai but de la manœuvre sera d'attirer une partie de l'armée de Kin vers un piège que leur tendra Riboku. Et Hara nous a déjà montré que ça serait l'armée de Kanki. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.